Informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 21 juin 2020 et sans tarder les principaux titres. Le nouveau président de la République, Évariste Ndayishimiye, a fait fi de la réalité sur la crise multidimensionnelle qui prévaut au Burundi dans le discours de son investiture. Journée mondiale des pères, une journée qui survient au moment où les pères de famille vivant dans les camps de réfugiés en Tanzanie peinent pour trouver de quoi nourrir leur famille. Dans la rubrique Ubahuka, nous vous parlerons du comportement des responsables des maisons carcérales pendant cette crise de la pandémie du Covid-19. Tout de suite, le développement des titres à la présentation Trésor Nyongabo, Lucie Kabeda et ingénieur Ejide Mwemero de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrant ce journal par la page Droits de l'homme, 3 personnes dont une septuagénaire ont été arrêtées hier par la police sur la colline Gatabo de la commune Kayogoro en province Makamba. La septuagénaire serait victime d'avoir voté pour le parti CNL aux récentes élections. Le point avec Innocent Valentin Singiranghabo. Une veuve de 72 ans, Konsesa Nzeimana, et ses 2 petits-enfants orphelins, âgés successivement de 5 et 7 ans, sont les 3 personnes qui ont été arrêtées par la police ce samedi en commune Kayogoro. Les habitants de la colline Gatabo, où réside cette veuve, affirment que tout avait commencé en date du 16 juin dernier, lorsque l'administrateur de Kayogoro avait ordonné la destruction de la maison de la septuagénaire. L'administrateur de la commune Kayogoro a persécuté une septuagénaire. Il a ordonné la démolition de sa maison par les Imbonerakure et le chef de zone à la tête. Cette veuve a écopé d'une amende de 40 000 francs burundais. Une partie de cette somme a servi de paiement au destructeur de sa maison. Elle est accusée d'avoir voté pour le parti CNL alors qu'auparavant, elle était membre du CNDD-FDD. En plus de la destruction de sa maison, dans l'après-midi de ce samedi, cette autorité a envoyé la police pour arrêter Konsesa Nzeimana et ses 2 petits-enfants, l'accusant de désobéir aux ordres de l'administration. Selon les témoins, tous les 3 ont été auditionnés par un officier de la police judiciaire à Kayogoro. Ils viennent de passer leur première nuit au cachot du commissariat communal de Kayogoro. Les voisins et les responsables du CNL affirment que cette veuve serait victime d'avoir voté pour le parti CNL alors qu'elle faisait partie de la Ligue des femmes du CNDD-FDD. Les défenseurs des droits de la personne humaine dénoncent ce comportement d'Ozaché Misago, administrateur de Kayogoro, et demandent que les accusés soient rétablis dans leurs droits. Pour eux, ils sont victimes des mobiles politiques. Nous avons contacté Zaché Misago, administrateur de la commune Kayogoro, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Merci à Innocent Valentin Singiranghabo, page politique sans transition. Le nouveau chef de l'État burundais s'est enfermé le jour de son investiture dans le déni de la réalité pour ce qui est de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays. Réaction de Libera Ntibashira Kandi, membre et président fondateur de la diaspora burundaise de Belgique, qui précise dans son analyse que le Burundi traverse plutôt une crise multidimensionnelle dont Évariste Ndayishimiye devrait plutôt chercher des voies de sortie. Suivez plutôt Libera Ntibashira Kandi. Dans son discours, j'ai été frappé par le déni de la réalité. Il a glorifié les réalisations du parti CNDD-FDD depuis 15 ans. Or, la vérité, c'est qu'il y a la misère, la pauvreté frappe plusieurs familles burundaises. L'insécurité est là. La preuve, c'est que des centaines de milliers de réfugiés qui sont dans les différents pays. Il y a les déplacés intérieurs qui, depuis 1993, malheureusement, vivent dans des conditions misérables. Il y a les prisons qui sont surpeuplées par des prisonniers politiques et d'opinion. Il y a la crise sécuritaire, politique, sociale et sanitaire. Le Covid-19 fait des ravages dans le pays. Alors, dire que tout est rose, c'est ce que j'appelle le déni de la réalité.
Le Burundi a besoin de la communauté internationale, des pays amis. Donc, le président ne peut pas, dans un discours d'investiture, ne pas tendre la main aux pays amis. Il faut vraiment un changement radical de la gouvernance. Ce que j'attends donc du nouveau président, c'est bien sûr l'écoute, qui s'approprie le message ou les conseils repris dans le billet et qu'il voit la réalité en face, qu'il reconnaisse qu'il y a des problèmes dans le pays et s'approprier, reconnaître qu'il y a une crise multidimensionnelle au Burundi et qu'il faut plutôt un sursaut national et lui, en tant que commandant suprême, il n'a qu'à canaliser les énergies et toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse ensemble bâtir ce pays. Libera Ntibashira Kandi rappelle également au chef de l'État que le Burundi est une entreprise commune et que ce dernier doit donc choisir ses collaborateurs sur base du mérite. Le Burundi appartient à tous les Burundais, sans distinction aucune. Tous ont droit à la vie, tous ont droit à la sécurité, tous ont droit aux soins de santé, etc. La gestion axée sur les résultats. La bonne gouvernance d'un pays doit aboutir à des résultats qui améliorent les conditions de vie de la population. Bien sûr, avant de penser aux résultats, il faut reconnaître, identifier les problèmes. Il y a une crise économique, les caisses sont vides, les Burundais sont devenus pauvres. Le deuxième élément, c'est le choix des collaborateurs rapprochés de terrain. Et donc, le chef d'une entreprise, le PDG, se donne des objectifs à atteindre sur une période donnée. Le chef de l'État devrait faire exactement la même chose. Il doit se fixer des objectifs à atteindre pendant une année, pendant 3 ans. Donc, il faut d'abord une vision commune. Et je crois, à travers le discours, c'est clair et net que la vision n'est pas claire. Troisième élément, c'est le choix des collaborateurs rapprochés. Ici, je fais allusion aux membres du gouvernement. Le choix se base sur des critères d'excellence, des critères objectifs. Le choix se fait sur base des compétences. Le collaborateur apporte quelque chose à l'entreprise. C'est exactement la même chose. Le choix d'un ministre ou d'un premier ministre, c'est déterminant pour un pays. C'était la réflexion de Libera Ntibashira Kandi, membre et président fondateur de la diaspora burundaise de Belgique. Chapitre gouvernance de ce journal, le personnel et les patients qui fréquentent les différents centres de santé du district sanitaire de Rutana dénoncent le phénomène d'impunité envers les titulaires qui sont accusés de détournement et de malversation des biens publics. Au lieu de répondre de leurs actes devant la justice, la plupart de ces titulaires sont simplement mutés ailleurs, ce que les autres infirmiers qualifient plutôt de récompense. Onésime de Chimagize pour les détails. Le premier titulaire pointé du doigt s'appelle Laban Obed, ancien titulaire du centre de santé de Kivoga. Il est accusé d'avoir détourné les fonds de son centre de santé. Selon des informations recueillies auprès de certains infirmiers du centre de santé de Rushungura, Obed de Laban serait muté à son centre de santé en qualité de titulaire, une affectation répréhensible selon le personnel sur place. Ça serait une honte parce que nous avons appris qu'il a détourné les fonds des centres de santé de Kivoga quand il en était encore responsable. On dit que c'est une récompense qui lui est offerte. Il n'est pas du tout le bienvenu chez nous. On s'est surpris d'entendre que le médecin chef de district sanitaire de Rutana a osé signer une lettre l'affectant ici en tant que titulaire. D'après certains membres du personnel du district sanitaire de Rutana, Laban Obed ne veut pas lui aussi qu'on l'affecte à Rushungura pour des raisons politiques. On a appris qu'il veut retourner à Kivoga parce que sa femme a été élue dans cette circonscription en vertu de la loi car personne de son couple n'habite pas à Kivoga. Il veut protéger à tout prix les intérêts politiques de sa femme. Le personnel et les patients qui fréquentent ces différents centres de santé du district sanitaire de Rutana se demandent pourquoi les titulaires responsables de différents cas de détournement et de mauvaise gestion de ces structures sanitaires ne sont pas poursuivis en justice pour répondre de leurs actes. Ils évoquent également le cas de l'ancien titulaire du centre de santé de Gasakuza, Eric Ndouayo, dernièrement affecté au centre de santé de la prison de Rutana. Il a été reproché d'avoir malmené les patients qui fréquentaient ce centre de santé de mauvaise gestion et d'avoir détourné les primes d'encouragement du personnel quand il était titulaire du centre de santé de Nyamure. Il parle aussi de l'ancien titulaire du centre de santé d'Ongara, Lazare Sengiyumva. Ce dernier a été reproché d'absentéisme au travail pour s'occuper de ses affaires personnelles et de faire du commerce frauduleux des médicaments.
Cette population du district sanitaire de Rutana s'interroge pourquoi personne de ces titulaires responsables de différents cas de détournement des fonds et de mauvaise gestion de ces structures sanitaires n'a pas été traduite en justice. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gilbert Chiza, médecin-chef du district sanitaire de Rutana, mais sans y parvenir. Merci à Onésime Dushimagidze pour ce reportage. Une courte pause et abordons la page réfugiés. Humura Burundi. Faire vivre la famille dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie est un véritable parcours de combattant pour les pères de famille. Certains pères sortent des camps pour pouvoir chercher de quoi faire survivre la famille. Des sorties pourtant synonymes de tous les dangers. La rédaction de la RPA vous amène au camp de Mutenderi. Jean-Vianney Hazoué, reportage. Ils sont nombreux les défis auxquels doivent faire face les réfugiés burundais, pères de famille, au camp de Mutenderi en République unie de Tanzanie. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie d'un travail à l'intérieur du camp. La majorité des pères de famille se retrouvent dans l'obligation de sortir du camp à la recherche du boulot. Cependant, ils le font en violation des règles qui régissent les camps des réfugiés, ce qui devient quelquefois très dangereux. Si tu sors le camp pour aller chercher de quoi faire survivre la famille ou alors pour faire du petit commerce, tu te trouves exposé à plusieurs dangers. Tu peux te faire arrêter et emprisonner. Nombreux ont été tués pour avoir été à l'extérieur du camp. Quelqu'un pour qui tu as travaillé sait que tu es vulnérable à l'extérieur du camp parce que tu es sorti illégalement. Il en profite alors pour refuser de te payer le service rendu. Au lieu de te payer, il cherche plutôt à t'éliminer. Ils sont surtout agressés par des Tanzaniens qui veulent les dépouiller de leurs biens, surtout de l'argent. Et quand les problèmes deviennent nombreux et les surpassent, certains réfugiés optent pour le suicide afin d'en finir. Ceux qui se suicident sont des gens qui réalisent que la vie n'a plus de sens. Le camp devient inhabitable, mais également, ils ne peuvent pas regagner le Burundi de peur de se faire tuer par les Imbonerakure. J'en connais un qui a été sauvé de justesse alors qu'il tenait de se suicider et deux autres qui y sont parvenus. Le camp de Mutenderi héberge uniquement les Burundais. Il compte un peu plus de 32 000, au moment où c'est le plus petit des camps des réfugiés en Tanzanie. Janvier Ninina Hadzwe, le 21 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale des pères. Toujours en page société, plusieurs grossesses non désirées chez les filles ont été signalées dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie depuis le début de la pandémie de coronavirus. Suite à la pauvreté causée par les mesures de confinement, certaines femmes indiquent également qu'ils ont abandonné leur foyer pour fréquenter d'autres maris. Les détails avec Marie-Ange Irakozé. De mauvais comportements s'observent dans les camps depuis le début du confinement selon les réfugiés en Tanzanie. Ils indiquent que plusieurs filles ont eu des grossesses non désirées et que certaines femmes ont quitté leurs maris respectifs. Il s'observait de mauvais comportements, surtout l'adultère. Des femmes ont quitté leur foyer à cause de la pauvreté et vont chercher d'autres hommes pour pouvoir survivre. Beaucoup de jeunes filles ont abandonné l'école et ont des grossesses non désirées. Face à la situation, certains réfugiés en Tanzanie craignent des maladies sexuellement transmissibles. Ça fait peur. Ils peuvent attraper le VIH/SIDA ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Ces Burundais réfugiés en Tanzanie demandent au HCR de leur donner une assistance suffisante pour ne plus s'adonner à ces comportements dangereux causés par la pauvreté. Merci également à Marie-Ange Irakodze. Le calendrier scolaire pour l'année 2019-2020 soulève des divergences dans le secteur de l'éducation. Au moment où ce calendrier prévoyait le début des grandes vacances pour le 2 juillet, après les examens qui ont débuté le 15 juin, les enseignants et les directeurs d'établissement trouvent que l'échéance des examens est très courte. Le point avec Balthazar Miburu.
Les enseignants et les directeurs des écoles indiquent que dans la période du 15 juin au 2 juillet, il est impossible de terminer toutes les activités prévues. C'est notamment la passation des examens du 3e trimestre, la passation des examens de repêchage, les corrections et la proclamation des résultats. Si on avait commencé avant le 15 juin, le problème ne se serait pas posé, mais là aussi, c'est contraire au calendrier fixé. La seconde possibilité, c'est le prolongement des activités au-delà du 2 juillet. Et dans ce cas, les grandes vacances débuteraient au plus tôt le 10 juillet prochain. Mais là aussi, le calendrier serait violé. Il y aurait également un problème de logistique puisque pour les écoles à régime d'internat, le gouvernement a prévu une restauration qui va jusqu'au 2 juillet. Comme plusieurs établissements scolaires ont opté pour le prolongement des activités, les responsables de ces écoles demandent au gouvernement de leur octroyer les moyens de restauration pour les élèves après le 2 juillet. Dans le cas contraire, selon certains directeurs, les établissements scolaires continueront de s'endetter auprès des commerçants. Conséquence, les élèves finalistes qui se préparent pour les examens d'État peuvent être obligés de payer des frais exorbitants durant la période de préparation pour combler ces dettes. En principe, le gouvernement ne contribue pas durant ces préparations, signalent ces responsables des écoles. Ces responsables des écoles se demandent si le ministre en charge de l'enseignement a eu le temps de lire avant d'apposer sa signature sur intercalendrier scolaire de 2019-2020. Ces enseignants et les directeurs des écoles demandent aux autorités habilitées de ne plus commettre de telles erreurs dans l'élaboration des calendriers pour ne pas perturber les activités scolaires. Et pour clore cette édition, dans la rubrique Uwahuka de ce dimanche, nous allons voir ensemble le comportement des responsables des maisons de détention dans la limitation de la propagation de la pandémie du Covid-19 et ce qu'il faut faire pour combattre cette maladie à l'intérieur des prisons. La rubrique Uwahuka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Uwahuka. Depuis la déclaration par le ministère de la Santé du premier cas confirmé du coronavirus au Burundi, des mesures qui s'imposent n'ont jamais été prises dans le sens de la limitation de la propagation de cette maladie. De plus, même dans les maisons carcérales où il y a des entrées et sorties des prisonniers, aucune mesure de protection contre la Covid-19 n'a été prise. Pourtant, dans certaines prisons du pays, se manifestent des détenus présentant des signes cliniques du Covid-19. Certains en sont même morts. Dans la rubrique Uwahuka de ce dimanche, 21 juin 2020, nous allons vous parler du risque de voir cette pandémie se propager à grande vitesse, ainsi que des conséquences qui découleraient de cette légèreté du gouvernement face au coronavirus. Nos invités sont, comme Konakuze, spécialiste en santé publique d'urgence, et Maître Claude Niburumunsi, responsable juridique au sein de l'organisation ACAT Burundi. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. La prison est l'un des endroits à haut risque à cause du nombre élevé de détenus, ce qui peut faciliter la contamination au Covid-19. Ma consoeur Josiane Mouzaneza passe en revue l'ampleur du coronavirus dans différentes prisons du pays. Plusieurs prisonniers présentent des signes cliniques du Covid-19 dans différentes prisons du pays. Les premiers cas présentant des symptômes de la Covid-19 ont été signalés à la prison centrale de Mimba vers fin avril. 2 semaines après, cette pandémie avait déjà fait 3 victimes dans cette maison carcérale. À la prison d'Ongodzi, les premiers cas ont commencé à se manifester au début du mois de mai. Le nombre de prisonniers présentant les mêmes symptômes a continué à grimper car aucune mesure de limitation de la contamination n'avait été prise. Jusqu'en mi-juin, plus de 80 détenus présentaient déjà des symptômes du Covid-19, dont 50 mis en quarantaine, 20 admis au dispensaire de la prison et 10 autres hospitalisés à l'hôpital d'Ongodzi. Depuis la manifestation des premiers cas,
6 détenus ont déjà succombé. Dans d'autres maisons carcérales, comme à la prison de Gitega, de Muramvya et à la prison de Rumonge, des cas identiques sont signalés. Nos sources dans ces prisons confirment également qu'aucune mesure n'a été prise malgré ces cas suspects de Covid-19. Les va-et-vient à l'extérieur de la prison continuent, comme les prisonniers qui apportent de la nourriture à leurs camarades hospitalisés et se transférer dans les prisons depuis les cachots de police. La seule mesure prise est l'interdiction des visites depuis la déclaration du premier cas de Covid au Burundi il y a presque 3 mois. Jusque-là, aucun test n'a encore été fait et les détenus craignent le pire. À quelle vitesse le Covid-19 se propage-t-il dans les maisons carcérales? Comme Konakouze, spécialiste en santé publique, nous donne des éclaircissements tout en soulignant qu'une personne atteinte du Covid-19 peut contaminer 3 autres en un laps de temps. La transmission est interhumaine, c'est-à-dire d'une personne à une autre personne. Cette transmission est principalement par voie respiratoire, à travers des postillons produite dans l'air par une personne malade vers une autre personne se trouvant à moins d'1 mètre de distance. Vous comprendrez bien que le contact étroit jusqu'à 1 mètre avec cette personne malade ou porteur sain peut transmettre le Covid-19. Ça se passe lors d'une toux, d'un éternuement, de paroles ou de discussions entre les personnes. À l'absence de mesures protectives comme le port des visières ou d'un masque buccal. Les objets ou les matières, comme les mets souillés de sécrétion nasale ou de crachat, peuvent aussi transmettre le Covid-19. C'est pour cela qu'on demande aux gens de respecter les mesures d'hygiène, surtout en se lavant régulièrement les mains et en ne jetant pas les crachats ou les sécrétions nasales dans les environnements qui fréquentent les populations. Il faut bien disposer ces matières qui sont infectantes. La vitesse de transmission, communément appelée le taux de reproduction du virus, peut aller jusqu'à 3 personnes s'il n'y a pas de mesures préventives ou curatives suffisantes. Alors, en raison de la surpopulation et les conditions sanitaires déjà précaires dans ces maisons pénitentiaires, cette vitesse de propagation peut augmenter. Comme je viens de le dire, une personne malade peut transmettre jusqu'à 3 autres pendant la phase de maladie et d'incubation. Mais ici, parmi ces populations privées de liberté, où ces mesures d'hygiène ou les conditions sanitaires, les conditions de surpopulation et de promiscuité, cette transmission peut augmenter, évidemment. C'est pour cela que ces endroits sont très vulnérables à la transmission du Covid-19. Selon Maître Jean-Claude Niwuru-Monsi, la responsabilité de cette contamination incombe en premier lieu au ministère de la Santé publique qui n'a pas fait de tests pour confirmer ou infirmer si la maladie qui décime ces derniers jours des prisonniers est bel et bien la Covid-19. Dans différents établissements pénitentiaires, il s'observe ces derniers temps des détenus qui présentent des symptômes de la maladie due au coronavirus. Il y en a même qui ont déjà perdu la vie. Ces cas se sont manifestés dans les prisons de Rumonge, Bujumbura et Ngozi. En Ngozi, on a observé plusieurs cas de décès ces 2 dernières semaines. Malheureusement, les patients ne sont pas testés pour que l'on puisse affirmer qu'il s'agit bel et bien du Covid-19. Les mesures barrières déjà prises ne sont pas adéquates vu l'ampleur de cette maladie qui fait rage et dont la contamination est rapide, surtout dans les milieux carcéraux où il y a une promiscuité suite à la surpopulation carcérale. L'accès aux soins de santé est aussi problématique pour les détenus. L'accès aux soins de santé est reconnu par les textes nationaux. Ici, je parler de la Constitution de la République du Burundi à son article 55 et aussi l'article 19 de la Constitution de la République du Burundi qui dispose que les conventions ou pactes relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi font partie intégrante de la Constitution. Ce qui me permet d'affirmer que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le pacte international relatif
aux droits socio-culturels, qui reconnaissent l'accès aux soins de santé aux détenus, toute la population burundaise, font partie intégrante de la Constitution. Malheureusement, ces textes ne sont pas respectés à la lettre. Comme Konakuze partage le même avis, pour lui, il faudrait tout d'abord faire des tests aux détenus présentant les symptômes du Covid-19 pour savoir s'il s'agit du coronavirus. Ici, ce spécialiste en santé publique d'urgence donne des conseils de ce qu'il faut faire pour combattre cette pandémie. Parmi ces endroits où les gens sont toujours ensemble, dorment ensemble, qui mangent ensemble, sont gardés d'une manière qui soit toujours visible ensemble, là, la propagation peut être éminemment très explosive. Et je doute que si rien n'est fait, ces endroits, s'il y a un cas, on ne va pas parler du taux de reproduction du virus jusqu'à 3. Si on voit toutes ces conditions, le taux de reproduction du virus pourra aller jusqu'à plus de 3. Les études n'ont pas encore fait le nombre exact, mais on sait bien que ça sera 3 parce que ce chiffre peut aussi aller, peut être observé parmi les populations normales s'il n'y a pas de mesures préventives et curatives suffisantes. Alors, les mesures qu'il faut faire pour sauver ces vies humaines et toutes ces populations privées de liberté, d'abord, au Burundi, les autorités sanitaires et administratives doivent accepter d'appliquer les mesures de lutte telles que définies par la règle de l'art, c'est-à-dire les mesures préventives, les mesures curatives telles que définies par l'Organisation mondiale de la santé doivent être appliquées dans toutes les maisons pénitentiaires du pays. Il faut que, au niveau sanitaire, au niveau du ministère de la Santé et de la gestion pénitentiaire, arrive à déployer une équipe spécialisée Covid-19 dans toutes les maisons carcérales avec les moyens de tester, tracer et d'isoler les patients qui sont suspects ou atteints de Covid-19. Il faut prévoir des endroits de quarantaine pour les cas suspects et pour les cas confirmés. Multiplier les tests, multiplier le traçage, multiplier les isolements, c'est ça qui aide à lutter et à prévoir les cas de morbidité, de mortalité dans ces milieux où il y a une surpopulation de personnes. Ces endroits peuvent être d'autres prisons, mais on ne devrait pas les mélanger avec d'autres patients externes. Il faut suspendre les contacts avec l'extérieur, surtout les visites, pour éviter les transmissions de l'extérieur des prisons vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Pour diminuer le surpeuplement dans les maisons pénitentiaires par une mise en place de procès rapides. Pour clore, Maître Jean-Claude Ndivouroumoussi met en garde les responsables des prisons et le gouvernement qui néglige la vie des prisonniers. Il leur rappelle qu'ils sont sous leurs responsabilités et que de ce fait, ils en répondront devant la justice. Ceux qui violent ces droits sont ceux qui ont la responsabilité d'assurer la survie des détenus au quotidien. À la première ligne, on peut citer les responsables des établissements pénitentiaires. Mais pour ce qui est de cette pandémie du Covid-19, il y a lieu de parler de la responsabilité directe de l'État, car il est évident que les autorités du pays, au plus haut sommet, ne veulent pas que l'ampleur de cette pandémie soit publiée. C'est ainsi que plusieurs personnes, que ce soit chez les détenus ou les personnes en liberté, présentant les symptômes du Covid-19 ne sont pas testées et font recours à l'automédication. Le discours du président de l'Assemblée nationale minimisant le port du masque en est une illustration. La loi burundaise donne la prérogative aux victimes de ces juridictions nationales ou les mécanismes régionaux ou internationaux lorsqu'il y a un fait dommageable commis aux victimes. Comme il s'agit d'un acte délictueux imputable à l'agent de l'État, la responsabilité de l'État est donc engagée. L'État peut, en usant de la loi sur l'action récursoire, poursuivre son agent en justice pour se faire rembourser les moyens engagés dans l'indemnisation des victimes. C'est sur ces propos de Maître Jean-Claude Ndivouroumoussi que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche 21 juin 2020, centrée sur la propagation du Covid-19 dans les maisons de détention et ce qu'il faut faire pour limiter cette propagation. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Lovis Nyonzima. À la prochaine.
Ubahuka. 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 Merci à Clovis Nyonzima pour la rubrique Ubahuka. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Lucie Cabera et à Ingénieur Egide Mwemero pour leur bonne collaboration technique. À la présentation était Trésor Nyongabo. Excellente soirée dominicale partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.